Notre prochain invité est un des professeurs d'université qui a signé la lettre ouverte pour un financement équitable des universités francophones. Il est aussi le président du Conseil de la souveraineté, Gilbert Paquette. Alors, bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous voir si nombreux et si mobilisés, parce qu'on a besoin de se mobiliser encore et encore pour faire du Québec un État français. J'écoutais M. Perrault tout à l'heure avec son enthousiasme, et je me disais, parce que plus il en énumérait, puis je me disais, il doit être indépendantiste comme rien. Moi, je me suis impliqué dans le combat du français il y a très très longtemps. J'étais étudiant à l'Université de Montréal. Et c'était le temps de la loi 63 et de ce projet de loi inique qui visait à donner le libre choix de la langue d'enseignement, alors que les immigrants s'intégraient par milliers à la minorité francophone, grossissaient les rangs de la minorité francophone. Et de la minorité anglophone, pardon. Et on a pris conscience à ce moment-là qu'il y avait une langue du dominant et qu'il y avait une langue du dominé. Et c'est à partir de là que beaucoup d'entre nous avons décidé de nous impliquer en politique. Quelques années plus tard, j'étais parmi les premiers députés du Parti québécois. J'étais adjoint parlementaire de Camille Lorrain lorsqu'on a adopté la loi 101. Et quelle fierté nous avons! Quelle fierté! Après ce long cheminement de la loi 63, du Bill 22, pour finalement arriver à la loi 101, on s'est dit enfin, on a le Québec français et le reste va suivre. L'indépendance va arriver. Mais c'était sans compter le pouvoir canadien, le pouvoir fédéral, le pouvoir qui nous est imposé à travers une constitution que nous n'avons pas signée. On est un des rares peuples au monde qui vit de facto, parce que on n'a pas vraiment de constitution, on ne s'est pas donné de constitution, nos représentants politiques n'ont pas approuvé la constitution canadienne, et pourtant celle-ci s'applique. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, il y a évidemment la soi-disant Charte des droits et libertés qui fait en sorte qu'on ouvre la porte à la Cour suprême pour faire ce qu'elle a fait, c'est-à-dire charcuter la loi 101 petit à petit. Il y avait un politicien dans le temps du Parti québécois qui racontait toujours mettez une grenouille et mettez-la dans l'eau bouillante, vous allez voir, elle va sortir du plat. Mais mettez-la dans l'eau tiède, elle va se sentir bien, et puis augmentez le feu tranquillement, et puis la grenouille va devenir ébouillante. Alors c'est un peu ça qu'on vit depuis que l'État fédéral a décidé d'attaquer notre langue, la langue française. Et là, on se retrouve avec une loi 14, qui fait quelques éléments, mais qui a le mérite surtout de réouvrir le dossier de la langue qui, depuis de nombreuses années, là, était dormant. Maintenant, les gens disent, nos opposants disent, c'est bien effrayant d'empêcher des villes de moins de 50% d'être bilingues. Il faudrait que ces villes-là demeurent bilingues. C'est bien effrayant d'imposer aux petites entreprises de 25 employés et plus la langue française, comme si tout le monde n'avait pas le droit de travailler en français. Et bien sûr qu'il faut que les entreprises de 25 employés et plus travaillent en français. Il faudrait que les employés des entreprises de 50 et 200 et 500 employés travaillent en français. Vous et moi, on sait très bien que ce n'est pas le cas encore. Et il faudrait que la loi actuelle aussi soit appliquée et étendue. Il y a des entreprises qui
des organisations, plutôt celle dans laquelle je travaille, elles travaillent en français. Mais il y a des cégeps, il y a des universités qui travaillent en anglais et où des francophones travaillent en anglais. Je vous donne un exemple. À l'Université Concordia, il y a plusieurs classes où vous avez un professeur francophone qui enseigne à 30, 40 étudiants, dont la majorité sont francophones. Et évidemment, les cours se donnent en anglais, et tout se passe en anglais dans l'université. Et pourquoi il y a des francophones qui travaillent à Concordia ou à McGill? Il y a même une rectrice qui est francophone qui vient d'être élue à McGill. Pourquoi il y a autant de francophones dans les institutions anglophones? Eh bien, c'est que les fonds de l'État vont de façon disproportionnée dans les universités anglophones, dans les hôpitaux anglophones. Il y a un nombre disproportionné à Montréal de stations de radio, de télévision anglophones. Et pendant ce temps-là, on vit des réactions où la communauté anglophone se dit martyrisée. Alors, vous avez ce Québec Community Group Network qui dit « Toutes les parties de la loi 14 », je ne pensais pas qu'il y avait autant de parties que ça, dans la loi 14, j'aurais aimé qu'il y en ait plus, menacent la vitalité et la pérennité des institutions. Il faut quand même le faire. Il faut quand même le faire. Alors, vous avez des cégeps anglophones qui sont alimentés par à peu près la moitié des étudiants qui sont des allophones ou des francophones. Vous avez le plus grand cégep au Québec qui est un cégep anglophone. Vous avez l'hôpital universitaire McGill qui s'occupe du corps du territoire du Québec. Il y a 4 universités qui ont des facultés de médecine et l'université McGill s'occupe du corps du territoire. Tout ça, c'est des facteurs d'anglicisation qu'il faut apprendre à réorganiser. Il faut réorganiser l'État québécois. Et là, j'en arrive à un autre thème, je vais y aller brièvement, et celui de la convergence des luttes. Écoutez, il faut se mobiliser. Le printemps dernier, il y a des étudiants qui sont mobilisés, et on a embarqué plusieurs là-dedans. On a appris à jouer de la casserole, joyeux tintamarre, qui témoignait de la mobilisation très large qu'il y a eu à ce moment-là pour l'accessibilité à l'éducation. On a fêté le jour de la Terre, on était 200 000. Il n'y avait pas beaucoup de gens contre le français parmi ces 200 000, et pas beaucoup de fédéralistes non plus parmi ces 200 000. Et là, il y a la bataille du français qui doit reprendre, qui doit continuer. Toutes les luttes s'influencent les unes les autres. On n'aura pas de Québec en développement durable sans un Québec français, sans un Québec qui contrôle ses affaires. On n'aura pas de Québec indépendant sans Québec français, et on n'aura pas de Québec français sans Québec indépendant. Alors il faut travailler à toutes ces luttes. Et ça se fait par la souveraineté populaire. Et c'est ce qu'on va faire dans les États généraux sur la souveraineté que le Conseil de la souveraineté épaule et organise. Je vous invite à y participer. Et ce combat de la souveraineté, c'est aussi le combat de la langue française. Alors, vive le Québec propre, vive le Québec français, et vive le Québec libre. Merci.